Connectez-vous. Connectez-vous. Accordez-moi une minute. On va faire une vidéo très importante. Parce que l'heure est grave. Excusez-moi, accordez-moi quelques secondes. Je fais un petit truc là. Excusez-moi, vous pouvez poser des questions. Hein. Je dis, on ne doit pas être des esclaves des hommes politiques, mais nous devons être des références auprès des hommes politiques et non des esclaves. Et je vais développer certaines choses ici devant cette caméra et donc vous pouvez me poser des questions dès maintenant, voilà, pour qu'on en parle, parce que c'est très important. J'ai mal au cœur quand je vois mon pays, quand je vois la nouvelle génération qui périt par manque de conscience. Et ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir ma génération souffrir. Excusez-moi. Ok. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. Ça fait longtemps, je ne suis pas sur ce Facebook, on m'avait bloqué momentanément et donc on m'a débloqué aujourd'hui. Alors, cette vidéo, j'ai mis pour titre, il ne faudrait pas que mes frères, mes soeurs et amis deviennent des esclaves des hommes politiques. Nous devons être des références auprès des hommes politiques. Pourquoi je le dis? Nous voilà aujourd'hui la nouvelle génération. On s'est mis dans la tête. On a une logique que non, sans Ouattara, sans Gbagbo, sans Bédié, la Côte d'Ivoire est foutue.
Sans ces trois éléments-là, la Côte d'Ivoire n'est rien. Sans eux, nous ne sommes rien. Et on est dans cette philosophie. Mais depuis quand nous allons comprendre? Est-ce que tu es né pour être leader ou bien tu es né pour être esclave d'un autre leader? Oui, parce que de la manière, l'autre il raisonne, toi aussi tu raisonnes. L'autre, est-ce qu'il t'enseigne? Mais quand tu vas à l'école, ce n'est pas pour rester là toujours suivre le maître ou bien le professeur. Mais à un moment donné, tu pars à l'école pour être aussi à ton tour un professeur. Tu pars à l'école pour devenir ingénieur. Tu pars à l'école pour devenir un savant. Tu pars à l'école pour évoluer. Tu ne pars pas à l'école pour être toujours pour attraper la manette de truc du professeur. Alors, pourquoi est-ce que la génération d'aujourd'hui, la génération ivoirienne, pense que sans ces politiciens, ces trois hommes politiques qui sont Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Bédié, sans eux, on n'est rien. Mais ils sont des vieux. Nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes la nouvelle génération. Ceux-là, la politique, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour les Ivoiriens. Ils ont fait un échec total. Vous devez le comprendre. Mais quand on parle de ça, les gens, ils vont insulter les gens. Oui, je comprends. Parce que c'est une philosophie qu'ils ont mis dans vos têtes. Vous êtes devenus des esclaves et nous sommes devenus des esclaves de ces politiciens. À un moment donné, on doit enlever cette pensée et cette philosophie, cette idéologie dans nos têtes pour dire, est-ce que nous, la nouvelle génération, on n'est pas capable d'aussi prendre les choses en main en Côte d'Ivoire? Est-ce que toujours on doit faire la courbette en bas de ces politiciens-là, ces vieillards, ils sont déjà vieux. D'autres, ils rêvent le retour de Laurent Gbagbo pour prendre le pouvoir pour gouverner la Côte d'Ivoire. D'autres, ils exigent le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Les membres du PDCI, ils demandent aussi à ce que M. Bédié il se présente en 2020. Parce que chez eux, il n'y a pas quelqu'un qui peut gouverner la Côte d'Ivoire sans ces gens-là. Attendez, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. En Europe ici, ceux-mêmes qui ne travaillent pas, la CPI est devenue un lieu de pèlerinage pour eux. C'est-à-dire, on les ramasse dans les rues, on les blague pour dire c'est un combat de trucs en souveraineté, c'est un combat d'indépendance qu'ils mènent. En réalité, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est qu'ils sont là faire, c'est de la plaisanterie. Ce n'est pas Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seulement qui sont à la CPI. Allez-y demander, allez-y fouiller dans les géoles de la CPI. Vous allez voir des milliers de personnes qui sont entassées là-bas. Et ces personnes-là, ils ont été aussi arrêtés injustement. Pourquoi on les fout là-bas? Alors, si vous avez la popularité pour vous motiver, pour leur libération, est-ce que ce sont les marches que vous allez faire? Est-ce que ce sont les marches? D'ailleurs, les Occidentaux, eux-mêmes, quand ils font les marches, leur président ou bien leur gouvernement ne les écoute pas. Ce n'est pas vous les négros, ils vont écouter. Il fera mieux d'aller faire les négociations. Il faut des vraies négociations de base si vous voulez leur libération. On veut leur libération. Mais nous ne voulons pas qu'ils aillent en Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir. Non. Parce qu'il y a une nouvelle génération. On veut leur libération. On veut qu'ils aient aussi la libération comme nous. Blé Goudé, oui. Par contre, il peut prendre le pouvoir parce que c'est un jeune. Il fait partie de notre génération. Donc, il est vraiment un jeune qui est frais, vivant. Vous savez, j'aimerais revenir sur certaines choses que les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Stéphane Kipré qui est devenu votre idole. Stéphane Kipré qui est devenu une référence pour tous les Ivoiriens qui vivent dans la diaspora ou bien qui vivent en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré qui est devenu un dieu pour vous, pour dire, il mène la libération, le combat de la libération de Laurent Gbagbo. Vous devez comprendre que Stéphane Kipré, il a un ennemi à ces pays-là, c'est Charles Blé Goudé. Lutter pour faire sortir Laurent Gbagbo équivaut à lutter pour faire sortir Charles Blé Goudé. Stéphane Kipré, il est conscient, il sait ce qu'il fait, il sait que les marches qu'il fait, ça ne peut pas libérer Laurent Gbagbo. Il sait que ce qu'il fait, les cas qu'il loue pour amener ça à la CPI, en aucun cas, ça peut avoir une influence sur la justice internationale pour libérer Laurent Gbagbo. En aucun cas, ça peut influencer le gouvernement français pour libérer Laurent Gbagbo. En aucun cas, ça va influencer le gouvernement américain pour qu'on libère Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, il est dans une logique et dans une philosophie. Il veut dire quoi? Il veut montrer aux yeux du monde entier que c'est lui, Stéphane Kipré, qui a pris le devant du combat de Laurent Gbagbo.
est qu'il est une référence nouvelle. La personne à qui les Ivoiriens ils peuvent faire confiance pour que lui, demain, il puisse conduire le combat. C'est ce que Stéphane Kipré, il veut vous faire croire. Stéphane Kipré, il veut montrer aux Ivoiriens que non, c'est lui qui mène la bataille depuis la diaspora et que les Ivoiriens n'ont qu'à lui faire confiance. Lui, il a un objectif précis et concis. Il veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, dans sa lutte, ce n'est pas pour essayer de libérer Laurent Gbagbo qui fait ça. Si réellement Kipré Stéphane Malik, il voulait libérer Laurent Gbagbo, c'est pas en faisant ces meetings. Stéphane Kipré, il était déjà bel et bien en Europe ici. Il pouvait essayer de prendre l'initiative de mener une vague de trucs de négociation, c'est-à-dire l'offensive diplomatique. Stéphane Kipré ne le fait pas. Son offensive diplomatique qu'il fait, c'est d'aller arnaquer les chefs d'État africains. Stéphane Kipré, il n'a jamais pris l'initiative de dire, il sait bel et bien qui a mis Laurent Gbagbo en prison. Il sait qui a mis Charles Blé Goudé en prison. Stéphane Kipré en a mis en conscience, il sait que si Gbagbo il sort, il ne va plus devenir président. Il ne va plus devenir président. Stéphane Kipré, tout ce qu'il est là faire, ce n'est que du du chantage pour prendre la confiance des Ivoiriens pour qu'on le vote demain en 2020 ou en 2025. Voilà son plan de guerre parce que tous les moyens sont bons en politique pour parvenir à son but. Tous les moyens sont bons en politique pour cibler, pour atteindre sa cible. Et c'est ce que Stéphane Kipré fait. Stéphane Kipré, si réellement il voulait la libération de Laurent Gbagbo, comme il y a d'autres cadres ivoiriens qui ne peuvent pas voyager. Mais lui, pendant qu'il est en Europe, Laurent Gbagbo est en Europe, pourquoi ne pas mener la diplomatie? Pourquoi ne pas voir le président de l'Union européenne? Pourquoi ne pas voir le président de l'Élysée? Est-ce que ça va lui couper la tête? C'est pas qui a bel et bien les moyens. Il a les milliards, il peut négocier. Il peut prendre contact avec cela si réellement il était dans un bon combat. Mais il va vous faire croire que non, c'est le combat de notre souveraineté. Il est là mené, c'est le combat de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il est là mené. Donc, en aucun cas, il va négocier avec ces gens-là. Or, il sait, en réalité, il sait en âme et en conscience que non, s'il lance cette diplomatie, il va gagner gain de cause, il va les libérer. Alors, Stéphane Kipré, il préfère faire ses magouilles. Oui, prendre des cas pour aller à la CPI, danser le bébé. Vous voyez, c'est dans ça Stéphane Kipré est. Maintenant, les Ivoiriens qui n'ont pas compris, je me demande pourquoi parmi vous, il n'y a pas un leader qui peut prendre la responsabilité. Qui peut prendre la responsabilité, ce que Stéphane Kipré il fait là. C'est Magouille qui fait là, pour faire, c'est-à-dire le contraire. C'est-à-dire, il faut cesser d'aller à la CPI, prendre l'initiative pour mener une diplomatie ici. Les Ivoiriens peuvent vous faire confiance. Ce n'est pas dans le but de mettre Laurent Gbagbo au pouvoir, mais c'est dans le but de sauver un Ivoirien qui est déjà l'otage des Européens. Alors, si quelqu'un il prend ta famille en otage, il faut négocier avec ce dernier. De négocier avec cela et d'avoir une bonne vision, une nouvelle vision pour les Ivoiriens. Ce dernier-là, je vous l'assure que non, il va être président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Et vous suivez, c'est pas qui prête dans ces amalgames. Pourquoi ne pas lancer l'offensive diplomatique? Discuter avec Alassane Ouattara, cela ne vous enlève rien. C'est pas, votre tête ne va pas être coupée. C'est-à-dire, c'est Alassane Ouattara qui l'a amené là-bas. Donc, Alassane Ouattara, lui, il se met dans la peau du défenseur des victimes. Vous comprenez? Et donc, il l'a amené à la CPI. Si la CPI dit non, il n'y a pas de preuves, Alassane Ouattara, il va dire bon, les victimes encore, ils ont porté plainte. Donc, voici encore des nouvelles preuves. Gardez-le là-bas. Et c'est comme ça, vous n'avez pas encore compris la stratégie de ce qui se passe. Alors, pour calmer ce jeu, pour cesser ce procès à la CPI, négocier avec Alassane Ouattara. Parce que lui, il se met du côté des victimes. Et il apporte les preuves que la CPI demande. Il dit non, ce sont les victimes qui m'apportent ces preuves. Ils étaient témoins. Ils veulent témoigner. Allez-y. Moi, je prends l'initiative de payer leur billet d'avion. Ils vont aller à la CPI là-bas pour parler. Ils vont proroger le procès. Même s'il n'y a pas de preuves, ils vont essayer de créer des preuves. Et tout ça. Mais pourquoi? Comment essayer de stopper le procès? On peut stopper le procès lorsque on s'attend avec lui qui est le patron de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président de la République qui prend l'engagement de transférer cela à la CPI, de défendre les victimes de la Côte d'Ivoire. Comment il faut faire? Il faut négocier avec lui.
Comme ça, il sait comment il va gérer cette situation. Quand ceux qui sont les victimes, ils vont venir se plaindre, il sait comment il faut faire pour gérer. Lui aussi, il sait comment il faut faire pour négocier. Pendant que lui, il mène dans la négociation, vous aussi, vous menez les négociations sur le terrain pour stopper la justice. Si la CPI demande les témoins, et que le gouvernement ivoirien n'apporte pas de témoins, alors ils vont juger quoi? Ils vont dire, donnez-leur une liberté provisoire. Voilà comment la liberté provisoire peut venir. Maintenant, vous êtes dans le truc, vous faites front avec le gouvernement qui est là. Vous faites front, vous faites les ailes et tout ça, comme si vous étiez quelque chose, mais vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas pu faire quelque chose. Vous étiez au pouvoir, l'armée était à votre disposition. Vous avez fait la guerre, vous avez fait le front, la guerre avec le RADP. Il y a eu plusieurs morts. Qu'est-ce que cela vous apporte? Et vous avez gagné gain de cause? Rien. Ce n'est pas aujourd'hui où vous êtes dans l'opposition, divisée d'ailleurs, que vous pouvez gagner gain de cause. Alors, la seule possibilité que vous pouvez obtenir, c'est les négociations. Et je vous demande cela. Mais moi, je ne dis pas que Laurent Gbagbo n'a qu'à sortir pour être président de la République, parce qu'il est déjà vieux. C'est un vieux, Alassane est vieux. Alassane, il ne peut pas se présenter en 2020. Non. S'il se présente, nous, Ivoiriens, on ne va pas aimer ça. Je vous le dis, Laurent Gbagbo aussi, il est vieux. Il ne peut pas se présenter. Nous, Ivoiriens, on ne va pas aimer ça. Bédier, il est vieux. Il ne peut pas se présenter. Nous, Ivoiriens, on ne va pas aimer ça. Nous, la génération, on est là aussi pour faire quelque chose. Nous ne sommes pas là pour donner notre avenir aux vieux. Vous ne voyez pas en Europe. Le ministre belge, c'est un enfant. C'est le premier ministre belge, c'est un enfant. Mais il dirige la Belgique. Et la Belgique est riche. Il a tout fait pour que, voilà, ils ont une très bonne diplomatie. Le premier ministre belge, c'est un enfant de rien du tout. C'est le roi qui est vieux, mais ici, le roi n'a aucun pouvoir. Il n'a pas assez de pouvoir. C'est le ministre qui décide et ils envoient les dossiers au roi. Il faut signer. Le roi doit signer forcément. Alors, pourquoi en Côte d'Ivoire, on pense que sans les vieux, nous ne sommes rien. Sans les vieux, nous ne sommes rien. Et ces vieux ont créé une manière dans les têtes du peuple ivoirien, c'est-à-dire sans eux là, la Côte d'Ivoire n'est rien. Sans eux là, les jeunes ne peuvent rien faire. Sans eux là, non, la Côte d'Ivoire est hypothéquée. L'avenir de la Côte d'Ivoire n'est plus garanti. Mais attendez, est-ce que vous en avez en conscience? Vous raisonnez? Vous savez que Stéphane Kipré, il ne peut jamais laisser Bleu Goudé sortir. Non, ça là, vous ne rêvez même pas. Alors quand vous le suivez là, est-ce que vous analysez un peu ça? Stéphane Kipré, il sait que son adversaire numéro 1 là, de la jeunesse, c'est Soro Diom, c'est Bleu Goudé. Lui, dans la jeunesse ivoirienne, là, ses adversaires, c'est Soro Diom, c'est Bleu Goudé. Donc, quand Soro Diom, il est déjà en Côte d'Ivoire, monsieur Stéphane Kipré, il ne s'attend pas à Soro Diom, mais il s'attend à Ahmed Bakayoko parce qu'il sait que face à Ahmed Bakayoko, il n'y a rien. Mais comment il doit faire maintenant pour prendre la voix des membres de Laurent Gbagbo? C'est de prôner le nom de Laurent Gbagbo, prendre les cas pour aller à la CPI. Mais en réalité, il lutte pour que Bleu Goudé soit nuit, détruit. Même il fabrique des preuves contre Bleu Goudé. Tout ce que les gens ils avaient dit sur Bleu Goudé, que non, Bleu Goudé ne respecte pas Laurent Gbagbo et tout ça, c'est Stéphane Kipré qui était à la base. Il veut le détruire politiquement. Vous pensez que celui-là, il est prêt pour le libérer? Non, il n'est même pas prêt pour le libérer. Il n'est même pas prêt pour mener une diplomatie. Parce que mener une diplomatie pour libérer Bleu Goudé, c'est de nuire lui-même son propre combat. Mener une diplomatie pour libérer Laurent Gbagbo est égal à libérer Bleu Goudé. Parce que ce sont les mêmes choses qu'on leur reproche. Donc Stéphane Kipré, en aucun cas, il ne peut pas mener une bataille pour la libération de Laurent Gbagbo. Ne rêvez même pas, je vous le dis. D'autres, ils vont m'insulter, d'autres vont dire, oh, toi, tu connais quoi? Parce qu'ils voient les cas. Ils vont à la CPI. Oui, pour obtenir quelque chose, il faut dépenser. Il faut dépenser. Quand tu veux investir dans quelque chose pour obtenir gain de cause, il faut dépenser. Et lui, ce qu'il veut obtenir, c'est la confiance des partisans du FPI. Et c'est pour cela qu'il dépense, parce qu'il sait qu'il a des milliards. Dépenser ne veut pas dire libérer Laurent Gbagbo. Dépenser est égal à attirer la confiance des pro-Gbagbo dans le but de dire que non, c'est lui qui a pris l'initiative ici en Europe et que personne ne faisait ça. Et que c'est lui qui mobilisait les pro-Gbagbo pour aller à la CPI. Mais est-ce que depuis que les gens ils font ça, ça a déjà donné quelque chose? Qu'est-ce que ça a apporté? Quelle influence ça a eu sur ça? Mais changer de méthode.
Quand on dit le plan A n'a pas marché, il faut utiliser le plan B. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser le plan B? Le plan B, pour moi, ce sont les négociations. Quand ça ne marche pas, le plan A, ça fait un échec. Il faut utiliser le plan B. Maintenant, vous êtes dans une logique d'utiliser le plan A. Le plan A, oh, vous savez que devant le plan A, là, il y a un mur, une barrière qui est là, qui est blindée. Vous ne pouvez même pas traverser. Vous partez, vous faites escale. Mais lui qui vous pousse, il vous dit non, allez-y, poussez seulement, ça va aller. Poussez seulement, ça va aller. Mais vous oubliez que ce qu'il cherche en vous, là, c'est votre confiance. Une fois obtenu votre confiance, de la manière, les Laurent Gbagbo, ils ont obtenu votre confiance. Et que vous avez confiance en eux, à ce monsieur, et à ce monsieur, le président ivoirien, Alassane Ouattara, et à Bédié, c'est ce que Stéphane Kipré veut faire. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez dire Stéphane Kipré ou rien. Stéphane Kipré ou rien. De la manière vous dites Gbagbo ou rien, Alassane ou rien, Bédié ou rien, Soro ou rien, Blé Goudé ou rien. Il veut qu'à un moment donné, les Ivoiriens disent Stéphane Kipré ou rien. De la manière les gens ils disent Sangaré ou rien, Afi ou rien, c'est ce que Stéphane Kipré il recherche. Et s'il a obtenu ça, vous allez voir son vrai visage. Mais je vous le garantis, le jour où vous allez découvrir le vrai visage de Malik Stéphane Kipré, vous allez regretter durant le reste de votre vie. Vous allez dire on a perdu notre temps, tout notre temps. Si on le savait, on allait changer de stratégie. Quand tu appliques une stratégie en mathématiques, quand il y a plusieurs chemins, quand tu prends un autre chemin et que tu pars, tu es bloqué dans le problème, c'est que ta méthode n'est pas bien. Il faut changer de méthode, tu appliques la propriété que tu as utilisée pour essayer de résoudre ton exercice. Ce n'est pas la bonne. Il faut changer. Il faut changer de propriété. Il y a plusieurs propriétés. Et quand on expose un problème, quand tu utilises une propriété, on dit c'est ça que tu vas trouver. Et quand tu ne trouves pas le vrai résultat, il faut changer de méthode. Et dans la vie de l'homme, il y a le plan A, le plan B et le plan C. Il y a plusieurs plans. Quand le plan A est suivi depuis longtemps, ça fait 7 ans, il n'y a pas de gain de cause. Est-ce qu'on peut se réinterroger pour dire, depuis là, notre plan ne marche pas. Est-ce qu'il y a un problème dans ce plan? Pourquoi ne pas passer au plan B? Maintenant, vous êtes là-dedans. Et quand les gens, ils vous regardent, ils disent, maintenant, les Africains, ils sont sauvages. Et les gens, ils pensent que nous sommes réellement sauvages. Mais nous, comme nous sommes, nous n'avons pas un grand niveau ou bien des vrais postes dans la politique ivoirienne. Quand on parle, les gens, ils ne veulent pas nous écouter. Mais ceux qui sont les cerveaux sur le plan politique ivoirien, quand ils parlent, oui, on pense que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais ils vous mentent. Ils vous mentent, ils connaissent les vrais problèmes qui sont là-dedans. Ils vous mentent. Est-ce que réellement ils veulent la libération? Est-ce que réellement ils ont un plan pour sauver le peuple ivoirien? Est-ce que réellement ils mènent un combat pour leur propre bien-être, c'est-à-dire pour leurs propres intérêts? Alors, s'ils ne menaient pas un combat pour leurs propres intérêts, je vous l'assure que non, il y a longtemps, il y a eu la paix en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, le RADP et le FPI se sont déjà réconciliés. Mais vous devez le savoir aujourd'hui. Ils ne mènent pas un combat pour le bien-être du peuple ivoirien. Ils mènent un combat pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Quand je prends ce poste, je vais obtenir combien de salaire par mois? Peuple, je m'en fous. Si je dis le nom de Laurent Gbagbo, et que les Ivoiriens me font confiance, qu'est-ce que je vais gagner plus tard? Si les Ivoiriens me font confiance, je vais poser ma candidature et je vais devenir président. Ou bien, je vais poser ma candidature à la municipalité et je vais devenir quelque chose dans l'administration ivoirienne. Ou bien, voici plusieurs détails qui devraient vous interroger, qui devraient venir dans vos têtes, afin que vous puissiez tirer des vraies conclusions et essayer de voir le chemin à suivre. Vous qui êtes déterminés, vous la jeunesse d'aujourd'hui qui êtes déterminés, pourquoi n'allez-vous pas voir? Mais je suis étonné, les groupes, c'est-à-dire il y a plusieurs Ivoiriens de la diaspora. Si vous voulez faire quelque chose, désigner des personnes, il y a des maires. En Europe ici, en France, il y a des vrais maires. Les maires qui sont versés partout, qui sont en contact avec le président de la République française. Pourquoi pas ne pas déléguer des gens, un groupe d'individus pour dire, ah, monsieur le maire, on vient vous voir pour que le président de la République puisse faire un geste pour sauver notre élément qui est en prison là-bas. Mais vous pouvez le faire. Pourquoi vous confiez tout à Sangaré, à Stéphane Kipré? En sachant bel et bien que, ou bien à je ne sais pas, à Fiugessan. Vous savez que ça fait 7 ans que ça dure. Les gens ils souffrent, les prisonniers ils souffrent. Pourquoi ne pas coopérer avec eux? Ou bien vous-même, vous pouvez désigner des gens, aller voir les gens ici, en France,
déléguer les gens pour aller voir le gouvernement ivoirien, histoire d'orgueil, mettez ça à côté. Vous savez ce que vous visez. Allez les voir, lancez l'offensive diplomatique. Moi, c'est genre de choses qui sont tellement dans ma tête. Mais vous pouvez, tu es un jeune, mais tu es intelligent, mon frère, ma soeur, tu es intelligent. Pourquoi vous confiez votre vie toujours aux vieux? Mais ce que les vieux, ils n'arrivent pas à faire, si vous prenez les vraies décisions, vous pouvez y arriver. Ces vieux-là, ils n'ont jamais exposé un vrai programme pour le bien-être des Ivoiriens. Depuis que Laurent Gbagbo a été arrêté, dites-moi un programme que Sangaré vous a montré. Dites-moi un programme que Afi vous a montré. Dites-moi, ils vous ont exposé quoi comme un programme de gouvernement? Ils vous ont exposé quoi? Ils veulent devenir candidats aux élections présidentielles de 2020. En tant que quoi? Qu'est-ce qu'ils ont pour le peuple ivoirien? Et quelle a été leur truc, leur histoire pendant qu'ils géraient le pays? Ils ont fait quoi? Oui, parce qu'il ne faudrait pas que vous marchiez dans les émotions, dans le fantasme, non. Quand tu veux être candidat aux élections présidentielles, tu as fait quoi ton passé là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as aidé les Ivoiriens, tu as aidé combien d'Ivoiriens? Oui, on doit faire ton bilan du passé. Si tu n'as rien foutu, c'est pas maintenant que tu vas foutre quelque chose. Mais c'est tout ça en Europe. Quand tu veux devenir président de la République, tu veux devenir maire, tu veux devenir député, on regarde ton passé. Pendant que tu étais ministre, pendant que tu étais conseiller, pendant que tu étais qu'est-ce que tu as fait? Ou bien pendant que tu étais député, ou maire, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Si tu n'as rien foutu, c'est pas maintenant que tu vas chanter du blabla. Non, tu n'as rien foutu, mon frère, on te vote. On met un nouveau qui a des vrais programmes, qui a une bonne vision, qui peut exposer quelque chose de concret aux Ivoiriens. Et comme ça, on va essayer de le tester. Parce que si tu ne testes pas, il faut tester pour voir. Il faut tester pour voir. C'est pour ça, en Côte d'Ivoire, on appelle d'autres habits abdocafrés. Il faut porter d'abord pour voir. Si tu n'as pas porté, comment tu peux savoir la valeur de la chose? Il faut tester la chose. Maintenant, tu veux toujours être dans ce que tu connaissais avant qui n'a rien foutu. Non. Mais vous pouvez lancer une offensive diplomatique. Au lieu de tenir des discours guerriers, vous pouvez apaiser vos discours, aller vers l'autorité ivoirienne. Moi, ce n'est pas un signe de faiblesse. Vous pouvez dénoncer, par contre, si l'autorité ivoirienne ne fait pas de bonnes choses, vous pouvez dénoncer au nom du peuple ivoirien, pour le bien-être du peuple ivoirien, mais cela ne vous empêche pas de coopérer avec eux pour leur demander une aide dans le but de libérer tous les prisonniers politiques ivoiriens. Et en même temps que vous lancez cette offensive, vous montrez votre programme que vous avez. Et vous pouvez lancer une diplomatie, c'est-à-dire dispersez-vous. Vous êtes ensemble, mais vous lancez les offensives partout. Ceux qui sont en Amérique, vous leur demandez de tout faire pour s'approcher du gouvernement américain. Ceux qui sont en Europe, vous leur demandez de s'approcher des autorités de chaque pays européen pour négocier, mener la diplomatie. Alassane, lui, il est en Côte d'Ivoire. Vous êtes ici, vous êtes mieux placé même pour bien mener les négociations. Vous dites que non, ce n'est pas histoire de faire coup d'État sur Alassane. Alassane, il va rester président jusqu'en 2020, il va quitter. Vous allez faire les élections. Les Ivoiriens ont besoin de la paix. Vous voulez avoir la paix. Vous ne voulez plus subir la guerre. Ça vous a donné une leçon. Ça nous a donné une leçon plutôt parce que je suis Ivoirien. Et donc, comme on a subi cela, on a perdu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Nous ne voulons plus jamais revivre ces moments difficiles, cette calamité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, qu'il y avait eu en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus vivre ça. Et que certains de nos compatriotes y vivent, nous ne voulons plus ça. S'il vous plaît, nous vous demandons de faire quelque chose. Demandez au gouvernement ivoirien de faire quelque chose pour libérer les prisonniers. S'il vous plaît, pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, essayez de libérer Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré. Donnez leur truc une liberté provisoire. Simplement, s'ils sont libres, si vous avez donné une liberté provisoire à ces deux individus, les Ivoiriens ils vont avoir le cœur apaisé. Vous allez voir. Et maintenant, pendant qu'ils ont leur liberté provisoire, le gouvernement ivoirien lance l'opération de la réconciliation. Oui, mais proposez ces idées à ces Européens, ils ne sont pas des idiots, ils ne sont pas des animaux quand même. Mais vous ne voulez pas, vous tenez des discours guerriers, vous prenez les cas pour aller danser. C'est pas qu'il prend, il sait que s'il va dans ce côté-là, ceux-là, ils vont avoir gain de cause. Ils auront leur liberté provisoire. C'est pas qu'il prend, il n'est pas prêt. Maintenant, il vous blague. Ça, c'est pour obtenir votre confiance. Mais je me demande si parmi vous, il y a des personnes conscientes.
Maintenant, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour vous tacler. Oui, tu es malade, tu es comme ça, ta mère comme ça. Non, arrêtons ça à un moment donné. Arrêtons de nous injurer. Posons les vraies idées. Posons les vraies idées pour le bien-être du peuple ivoirien. Moi, je lutte maintenant pour le peuple ivoirien. Pour ceux qui regardent dans ces temps-ci mes vidéos, ils sauront que moi, je propose plutôt des idées. Comment faire pour sauver la Côte d'Ivoire? Oui, j'ai dit, ils n'ont qu'à réinstaurer un truc, la carte de séjour. Aujourd'hui, je ferai une vidéo pour demander aux Africains et surtout aux Ivoiriens s'il y a une élection. Comment faire pour éviter la tricherie envers les observateurs internationaux. Je vais détailler ça et rentrer en profondeur, mais cette vidéo est programmée entre 17 et 18 heures. Vous comprenez? Je vais rentrer en profondeur pour détailler les choses. Ce sont ces genres d'idées que moi je propose pour le bien-être du peuple ivoirien. Maintenant, comme ces idées, dans le but de voir mes frères et sœurs qui sont emprisonnés, comment ils doivent faire pour obtenir une liberté, c'est ce que je vous propose. Et demandez-leur d'annuler les poursuites judiciaires de l'autre côté, de l'autre camp. Demandez-leur d'annuler cela. Demandez-leur d'annuler cela. Demandez-leur aussi de mettre pression sur le gouvernement, si ce n'est pas pour déstabiliser le gouvernement, mais de dire au gouvernement de libérer tout cela. Et essayez de voir, parce que les Ivoiriens, ils veulent la paix, on ne veut plus revivre ce qu'on avait vécu. Proposez ces idées, et vous les jeunes, vous pouvez le faire. Ce n'est pas l'argent seulement qui fait ça. Ce n'est pas l'histoire d'argent. Vous pouvez voir les maires ou bien les députés pour dire, est-ce qu'ils peuvent vous aider pour croiser le président de la République ou bien un représentant. Si le président de la République n'est pas disponible, vous pouvez ils peuvent envoyer des représentants. Un président de la République peut envoyer un représentant. Vous causez bien avec le représentant du président de la République. Il va donner le message au président et vers la fin, ils vont vous donner une réponse de ce qu'ils pensent. De ce qu'ils pensent parce qu'ils savent pourquoi vous venez vers eux. Menez une offensive de la diplomatie. Maintenant, vous êtes là, vous tenez des discours guerriers, vous pensez qu'en montrant vos muscles, ça va intimider quoi? Non, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est très compliqué. Le monde d'aujourd'hui est très compliqué, je vais vous dire. Ces Européens que vous voyez, ces Américains que vous voyez, ils sont prêts à tuer des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes, pour que eux, ils asseyent leurs autorités. Si vous n'avez pas compris cette logique, non, l'Afrique ne va pas progresser. Ils sont prêts à détruire le monde pour que eux, leur nom règne, pour qu'on parle d'eux, pour qu'ils deviennent toujours forts. Alors, quand tu connais leur méthode, leur stratégie, dans le premier temps, si tu sais qu'il a des gens, il a des membres de ta famille, il faut négocier avec lui. Quand tes membres de ta famille sortent, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ce qui t'est arrivé auparavant t'arrive encore? Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Prends le plan B. Parce que nous sommes dans un système du plan A. C'est-à-dire, le système des pays africains, c'est le plan A. Quand le plan A fait un échec toujours, et qu'on est toujours dans cette tendance, c'est la même stratégie, les mêmes choses qui arrivent à tous les pays africains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer au plan B. Et le plan B équivaut à essayer de décentraliser nos trucs, comme on appelle ça, nos accords. Voilà, parce que nos accords sont centralisés sur la France et l'Amérique. Il faut décentraliser ces accords pour amener ça vers d'autres puissances internationales. Comme ça, on pourra aussi obtenir la paix. Parce que pendant que l'autre veut nous déstabiliser, l'autre nous protège. Et ça va être l'équitable des forces. Alors, là, ça passe aux négociations. C'est ce que je vous demande. Et je demande à tous les cyberactivistes de la Côte d'Ivoire et les cyberactivistes africains de prendre conscience. Moi, je ne suis pas là pour donner une leçon de morale à qui que ce soit. Mais à un moment donné, on peut se tromper. Oui, il y a eu des moments, je me suis trompé. J'ai insulté des gens sur le net. J'ai insulté des gens, j'ai injuré des gens de la manière que je ne devrais pas faire. Mais à un moment donné, un être humain, il change. Nous sommes faits pour changer. Lucifer nous a donné l'intelligence, la conscience et le savoir. Ce n'est pas pour prendre ça pour manger kabato. Ce n'est pas pour prendre ça pour manger foutou ou bien manger foufou. C'est pour utiliser ça pour développer certaines choses. Et pour moi, j'ai compris dans ma vie qu'à un moment donné, il faut passer à une autre dimension. Et je suis dans cette dimension. Ma dimension, c'est qu'il faut conseiller
les Africains. Il faut conseiller les Ivoiriens et en même temps dénoncer ce qui ne va pas. Mais en dénonçant, ma dénonciation ou bien mes dénonciations seront situées dans la vérité et non dans le mensonge. Tout ce que je vais dire, c'est la vérité. Vous comprenez? Parce que je ne vais pas venir devant une caméra quelconque pour prôner des choses qui sont fausses. Vous comprenez? Donc ça, je vous suggère cela. Tous les cyberactivistes essayent de prendre conscience. Tous ceux même qui avaient insulté, on peut insulter un être humain. Nous là, on est fait pour être insultés. Vous comprenez? On peut insulter un être humain. Je comprends beaucoup de cyberactivistes, beaucoup ont insulté Gbagbo, beaucoup ont insulté Alassane, beaucoup ont insulté Bédié. Mais si aujourd'hui vous demandez d'aller vers eux pour négocier, ils ne vont pas vous égorger, ils ne vont pas vous couper les têtes à cause de ça, parce qu'ils ont vu que vous avez pris conscience. Ils ont vu que vous avez pris de la hauteur. Même un sorcier, il peut tuer ton propre enfant et tu lui pardonnes. Vous mangez des mains ensemble. Parce que s'il a tué ton enfant, et que tu veux haïr ce dernier, plus toute sa famille, mais je pense que dans les différents villages, personne ne pouvait parler encore à qui que ce soit. Parce qu'il y a tellement de sorciers, beaucoup ont fait du mal aux enfants de d'autres familles, ou bien aux parents de d'autres enfants. Alors, on ne pouvait plus se parler. Maintenant, jusqu'à présent, dans les villages, les gens ils se parlent. Tu le vois, tu dis, il avait tué mon truc comme mon père, il avait tué ma mère, c'est lui qui a tué ma soeur, c'est lui qui a tué truc comme mon frère. Maintenant, on dit non, pardonnez. Et vous laissez ça. Mais comme il a tué, tu fais quoi demain pour ne pas qu'il tue encore? C'est ce qu'il faut chercher, c'est cette méthode. Mais cela ne t'empêche pas de parler avec ses enfants, ou bien ses frères, ou bien ses parents. Vous comprenez? Donc, c'est ce que je demande aux Ivoiriens. Tous les probabos, si vous aimez réellement Gbagbo, vous qui aimez réellement Gbagbo à cause de Gbagbo, vous ne dormez pas. Vous passez votre temps à aller sous la neige. D'autres, ils tombent malades. Mais pour se soigner, eux-mêmes, ils payent leurs propres médicaments. D'autres, par manque de moyens, bon, je ne peux pas aller dans ce côté, dans ce domaine, mais d'autres, ils souffrent tellement à cause du Gbagbo, ils n'arrivent même pas à dormir. Et que vous êtes dans une méthode, dans une logique, manifestation, dans les rues de Paris, à Amsterdam, devant la CPI, vous connaissez les petites rues de Paris, et que ça ne marche pas. Vous pouvez vous poser des questions, ça fait combien d'années nous sommes là-dedans? Nous sommes sur la méthode du plan A. Comme le plan A ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme quelqu'un qui vient demander l'asile, ça ne marche pas, on lui donne le négatif, on dit pars, on le chasse, on dit quitte notre pays. Tu pars dans un autre pays, comme ça a échoué. Est-ce que tu vas toujours dire que tu vas demander asile? Pourtant, en sachant bel et bien qu'ils ne veulent plus ta demande, on t'a chassé, on dit pars, et que si on t'attrape, on te refoule dans ton pays. Il faut passer au plan B. Mais le plan B n'est plus le même plan du plan A que tu avais dans la tête quand tu es venu. Alors, mais pourquoi vous, la politique aussi doit se situer là-dedans? Quand tu passes au plan A, l'offensive du plan A fait un échec, il faut mener l'offensive du plan B. Mais non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas et vous êtes dans une logique. Je pense que si tous les Africains ils continuent là-dedans, non, l'Afrique ne pourra jamais évoluer. Les Africains ils ne pourront jamais rien comprendre sur cette terre. Les Africains ils resteront derrière. Parce que les choses qui sont tellement simples, nous compliquons ça. Parce qu'on est rempli d'orgueil, on est rempli d'haine et on doit cesser cela. Vous savez, je vais vous interpeller. Ces politiciens que vous voyez en Côte d'Ivoire, ils connaissent le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Mais ils s'en foutent des Ivoiriens. Ceux qui disent aujourd'hui, Sangaré incarne la lutte de Laurent Gbagbo. Sangaré incarne la lutte de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous connaissez le passé de Sangaré? Quand il était ministre, quand il était ceci, il a fait quoi pour les Ivoiriens? Quand la guerre devrait arriver, qu'est-ce que Sangaré a fait pour empêcher la guerre? Mais c'est tout ça un homme politique, vous devez vous baser sur ça. Regardez son passé pour voir, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que c'est quelqu'un qui est honnête? Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu sauver les Ivoiriens de la guerre? Vous devez vous poser ce genre de questions. Ce monsieur, il a fait quoi en tant que père d'un enfant? On dit non, il y a un groupe qui vient tuer tes enfants. Toi, tu es le père, tu incarnes le combat parce que tes enfants t'ont confié leur destin. Ils t'ont confié leur destin. Il faut défendre tes enfants. Est-ce que tu peux les défendre de manière diplomatique ou bien de la manière brutale? À toi de voir, tu es le père, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu penses que tu as assez de force, est-ce que tu peux t'interposer
aux groupes qui viennent attaquer tes enfants, tout dépend de toi. Mais les enfants, tout ce qu'ils veulent, ils veulent qu'il faut les protéger. Il faut trouver un accord, une solution pour ne pas qu'ils soient tués. Alors, si tu as failli à ton devoir et qu'on massacre tes enfants, demain tu ne peux pas venir dire à tes enfants que non, je suis le bon politicien. C'est moi, il faut soutenir. Non. Un homme comme ça, c'est un danger pour la société. Vous devez le savoir. Et moi, je ne conseille pas aux Ivoiriens d'aller soutenir M. Sangaré. Sangaré, il n'est pas la solution des Ivoiriens. Sangaré, qu'est-ce qu'il pose comme acte pour réconcilier les Ivoiriens? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il nie les faits. Il ne faut pas y dire seulement que c'est le RHDP qui a provoqué tout. Et que c'est Laurent Gbagbo qui a tout provoqué. Non, Sangaré, il doit savoir que quand Laurent Gbagbo était là, il était autour de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo l'avait nommé dans le but de l'aider aussi, dans le but de protéger les Ivoiriens, dans le but de créer les emplois, dans le but de travailler pour développer la Côte d'Ivoire. Mais si Sangaré, il n'a pas rempli toutes ces conditions et qu'il a failli à son devoir, c'est pas aujourd'hui qu'il va faire du chantage, du coq à l'âne pour dire je suis celui qui incarne le combat de Laurent Gbagbo. Tu incarnes quel genre de combat? Tu incarnes quel genre de combat? Parce que si tu incarnais le combat, on allait te voir. Lorsque la Côte d'Ivoire voulait prendre feu, on allait te voir ton offensive, mais on ne l'a pas vu. Au moment où ça chauffait, on ne voyait plus les Sangaré. Ils étaient où? Où ils étaient? On n'avait plus quelqu'un pour parler aux Ivoiriens à la RTI. On voyait que Brou Amanou, je ne sais pas, les militaires qui étaient à la RTI maintenant, on ne les voyait plus, ces politiciens. Ils s'étaient déjà cachés. C'est Damana Pika seul qui est venu à la RTI pour motiver la jeunesse. Mais est-ce que c'était la bonne manière de motiver les Ivoiriens? Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Du côté d'Alassane Ouattara, est-ce qu'ils ont réussi leur devoir? Est-ce qu'ils se sont posé des questions que non? Lancer une telle offensive devrait tuer les Ivoiriens et que les Ivoiriens devraient mourir. Et que ceux qui voulaient gouverner, ils sont aussi des Ivoiriens. Et que si je les tue, est-ce que qui je vais gouverner? Ils se sont posé ce genre de questions. Ils ont lancé une offensive. Vous devez comprendre dès lors que les deux camps n'ont pas pensé au peuple, que ce soit du camp de Gbagbo, le camp d'Alassane et Bédié, ils n'ont pas pensé au peuple. Ils ont pensé plutôt à leurs intérêts. Et diviser la Côte d'Ivoire les arrange parce qu'ils deviennent des milliardaires. Ils vont prendre comme prétexte la Côte d'Ivoire est divisée. Personne ne peut nous contrôler. Il n'y a pas de justice. Quand c'est divisé, chacun il se sert comme il veut. Il devient milliardaire. Et quand vous voyez l'histoire de Stéphane Guipré, c'est dans ces mouvements-là qu'il est devenu milliardaire. Parce qu'on ne pouvait plus. La justice était déjà en faillite. Il n'y avait plus de vraie justice. Quand la rébellion est venue. Mais ils pouvaient empêcher cette rébellion pour avoir un État solide. Mais ils ont voulu que l'État soit faible pour pouvoir profiter, pour voler. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous avons connu ça. Ils ont refusé de négocier avec Blaise Compaoré qui était leur ami d'hier. Est-ce que négocier avec Blaise Compaoré sans les mettre leur nom? Ils demandaient quoi? Blaise Compaoré demandait quoi aux Ivoiriens? Ils demandaient quoi à l'État ivoirien? Mais si Laurent Gbagbo n'est pas d'accord, si Sangaré n'est pas d'accord, si Abdou Diessé n'est pas d'accord, mais est-ce qu'ils ont exposé le problème aux Ivoiriens? Parce que ce sont les Ivoiriens qui les ont amenés là. Donc tout ce qui doit se signer dans les coulisses, est que le président en question il n'est pas d'accord. Le président il doit prendre à son temps un truc de son côté, demander au peuple, voici ce qu'on me demande pour ne pas que la rébellion arrive. Est-ce que vous êtes d'accord? Je demande votre avis, ce que vous allez me dire, je vais appliquer cela. Parce que de mon côté, tu ne donnes pas ta position réelle au peuple, mais tu demandes au peuple, tu envoies le problème vers le peuple pour demander l'avis du peuple, ce que le peuple va te dire. Tu fais un référendum pour voir l'avis du peuple. Si le peuple est d'accord, tu acceptes les conditions. Si le peuple n'est pas d'accord, tu dis non, mon peuple n'est pas d'accord. Maintenant, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Même pour gracier, pour initier un truc comme Soro Guillaume et les autres rebelles, ils n'ont même pas demandé l'avis du peuple. Ils ont pris leurs propres initiatives. Ils ont fait des choses dans les coulisses sans que le peuple ne sache. Alors, est-ce qu'ils ont réussi à protéger le peuple ivoirien? Et ceux-là, ils nous font croire que non, sans eux, la Côte d'Ivoire n'est rien. Donc, c'est dans leur politique bizarre que les Ivoiriens vont continuer. Mais nous sommes une nouvelle génération, on doit comprendre. Moi, je suis contre de le voir être en prison. Je suis contre que les Ivoiriens soient aujourd'hui divisés. Je suis contre de voir d'autres Ivoiriens être poursuivis. Je suis contre de voir les prisonniers politiques qui sont en prison. Pour moi, pour amener la paix, il faut libérer ces prisonniers. Pour amener la paix, il faut cesser de poursuivre les gens. Que ce soit du camp de Laurent Gbagbo, du camp d'Alassane. Stoppons les poursuites judiciaires.
pour amener la paix. Pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écarter ces vieillards. Écartons ces vieillards parce qu'ils ont échoué. Ils n'ont pas mené une bonne politique. Depuis qu'ils ont connu le pouvoir en Côte d'Ivoire, ils ont fait des échecs. Tout ce qu'ils ont apporté, c'est les morts, les divisions. Oui, oui, pour ne pas dire la division, la mort. Et ils nous ont apporté la haine. Oui, ils nous ont mis dans une tendance. Je suis pro-Ouattara, je suis pro-Gbagbo, pro-Bédié. C'est sous leur gouvernement que nous avons connu l'histoire du pro. Sinon, en Côte d'Ivoire, on ne parlait pas du pro. Et ça, c'est malheureux. Et c'est cette philosophie qu'ils ont mis dans nos têtes pour ne pas qu'on les échappe. Parce que c'est comme si nous sommes des otages moraux. Et on doit enlever ça dans nos têtes pour évoluer. Donc pour moi, ce n'est pas de voir Laurent Gbagbo venir au pouvoir parce qu'il a déjà gouverné 10 ans, il a fait l'échec. Ouattara, il a gouverné, on voit qu'il va dans l'échec. Il nous avait promis l'émergence, mais tout ce qu'il fait, c'est de l'échec. Bédié à son tour, il avait gouverné, c'est de l'échec. Donc, ceux-là, ils ne peuvent pas encore venir nous dire, donnez-moi le pouvoir, je vais faire. Non, 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 on a déjà vu ce que vous avez fait. Et nous ne pouvons plus. Il faut maintenant une nouvelle génération. Parce qu'on a vu le gouvernement des vieux, on a vu comment les vieux ils géraient. Comment ils ont géré la Côte d'Ivoire. Donc, ces vieux-là, on ne peut pas encore leur confier notre avenir. C'est comme si toi, tu as besoin d'un habit. Tu veux porter un bon habit qui va être toi. Et tu dis, c'est ton papa qui n'a pas payé. Pourtant, toi, tu as au moins 25 ans. Tu dis, non, c'est ton père qui connaît ton goût, mais toi-même, tu ne connais pas ton goût. Toi, là, tu ne connais pas ton goût. C'est le vieux qui a les cheveux blancs, là. C'est lui qui connaît ton goût. C'est lui qui va aller dans un magasin pour connaître ton goût. Si le vieux, réellement, il veut que tu t'habilles, mais il te finance. Il te donne l'argent. C'est ce que les vieux en Côte d'Ivoire, ils devraient faire. C'est-à-dire les politiciens qui ont déjà eu de l'argent, qui sont les riches, les milliardaires, ils doivent représenter nos élites. C'est ici en Europe, c'est ce qu'on fait. Ce sont les élites qui financent les pauvres et les pauvres. Ils ont une bonne vision de gouvernement. Les pauvres, ils battent campagne, mais en bas, ce sont les élites qui sont là-bas. Le pouvoir, c'est du business. Ce sont les élites qui sont là-bas. Donc, quand il y a les hommes forts derrière toi, toi aussi, tu es bien encadré, ils te financent, ils battent une très bonne campagne. Et ce sont eux qui te donnent les raisonnements, comment tu dois faire plus sur tes propres amis, les jeunes. Quand je dis tes amis, les jeunes, c'est-à-dire toute la jeunesse de ce pays, tu peux sélectionner d'autres que tu sens qui sont capables et compétents de t'accompagner dans ton gouvernement. Ils sont entourés de toi, quelques vieux. Voilà, parce qu'il faudrait que les postes soient départagés. Il ne faut pas confisquer les postes. Une personne, 2 postes, 3 postes. Non. Il faut départager les postes. Pour les jeunes, il y a pour les jeunes, les vieux et le gouvernement continue. Parce que nous, la jeunesse, on sait ce qu'on veut être dans l'avenir. C'est nous qui faisons maintenant des enfants. Les vieux, là, ils ne font plus d'enfants. Eux, ils ont déjà fait leurs enfants. Ils nous ont mis au monde. Maintenant, nous, là, on doit accoucher. Maintenant, ils nous ont mis au monde, ils ont fait une politique, ils ont fait un échec. Nous, maintenant, on veut faire une autre politique pour sauver nos enfants. Maintenant, on leur confie encore notre vie, notre truc. Et ils sont vieux, ils ne peuvent même plus marcher. Regardez-moi, Bédié même, il n'arrive même plus à bien marcher, mais il veut être candidat. Alassane même, il est déjà vieux, il ne tient même plus bien, il veut être candidat. Ses partisans lui demandent d'être candidat. Or, au sein du RHDP, il y a des jeunes qui sont remplis, qui sont étoffés de sagesse. Au sein du FPI, il y a des jeunes qui sont étoffés de sagesse. Mais je ne comprends pas comment est-ce que ces jeunes-là, ils pensent que sans Gbagbo, le FPI n'est rien. Sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire est tombée. Sans Gbagbo, là, non, on va tous mourir. Sans Gbagbo, rien ne peut se faire. Non, sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire va évoluer. Parce que quand Houphouët-Boigny commençait, il n'a pas connu Gbagbo avant de gouverner la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny n'a pas mené son combat avec Gbagbo pour construire la Côte d'Ivoire. Vous devez le savoir. Qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que Bédié a eu besoin de Gbagbo pour gouverner la Côte d'Ivoire? Bédié, à son temps, il n'a pas eu besoin de Gbagbo pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire que non, sans Gbagbo, on n'est rien? Qu'est-ce qui vous fait dire que non, sans Alassane Ouattara, on n'est rien? Sans Alassane, on n'est rien. Sans Alassane, on n'est rien. Quand la Côte d'Ivoire commençait, on n'a pas connu Alassane. Il est venu dans les années 80. Donc, sans lui, avec lui, la Côte d'Ivoire est quelque chose. Sans Gbagbo, avec lui, la Côte d'Ivoire est quelque chose. Sachez qu'il y a eu plusieurs politiciens en Côte d'Ivoire qui sont morts. Au moment où les Gbagbo ne régnaient pas, au moment où les Alassane ne régnaient pas, au moment où les bébés, ils étaient encore des bébés. Voilà, ils pissaient encore sur eux là. Il y a eu des politiciens en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui ont milité pour nous donner cette petite indépendance que nous avons.
On n'a pas connu Babou avant, on n'a pas connu Ouattara avant, on n'a pas connu Bédi avant. Ils sont venus après. Donc ne nous disons pas que non, sans eux là, on n'est rien. Ceux qui ont milité pour nous donner notre indépendance, ils étaient des jeunes comme nous. Ils n'étaient pas des vieux comme Laurent Gbagbo, ils n'étaient pas des vieux comme Alassane, ils n'étaient pas des vieux comme Bédi. Vous devez le savoir. Pourquoi la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas fournir d'efforts? Non, on pense que sans les vieux, on est foutu. On pense que sans les vieux, notre pays est hypothétique. Regardez Emmanuel comme Macron. Regardez Emmanuel Valls. Ce sont des jeunes. Mais Emmanuel Valls, c'est un gamin. Mais il a été Premier ministre. Même il a été aux élections présidentielles. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. C'est-à-dire, il a bâti campagne pour qu'il se présente. Mais ça n'a pas marché pour lui. Petit truc, Emmanuel Macron, mais c'est un bébé, il a 40 ans. Mais il est là faire truc. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu as 40 ans, non, impossible. C'est-à-dire, ils ont mis une loi, quand tu n'as pas 45 ans, tu ne peux pas. Quelles sont ces manières? Ces vieux, ils ont bloqué la jeunesse. Et vous pensez que ces vieux-là, ils sont là pour le peuple ivoirien. Ils ne sont pas là pour la jeunesse. Ils ont mis une loi pour bloquer la jeunesse parce qu'ils savent que les enfants, les jeunes, ils ont une idée vraiment très brillante. Une idée lumineuse. Ils ont la lumière dans leur tête. Donc ces vieux-là, ils empêchent coûte que coûte, par tous les moyens, les jeunes de se présenter aux élections présidentielles. Même je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire un jeune de 45 ans qui a posé sa candidature. Peut-être dans les jours à venir, on va le voir. Mais en Côte d'Ivoire, quelqu'un de 45 ans n'a jamais posé candidature aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Parce que les vieux ont toujours verrouillé. Et quand ils posent leur candidature, ils font pour ne pas valider leur candidature. Et c'est malheureux en Côte d'Ivoire. On doit cesser cela. On doit demander que la constitution soit revue. On doit revoir cette constitution. Quand tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu dois te représenter aux élections présidentielles parce que tu es majeur. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit pour être majeur, il faut avoir 18 ans. Alors, donc pour être président, il faut avoir 45 ans. Non. Du coup, quand tu es déjà majeur, tu es responsable toi-même. C'est-à-dire que tu peux vivre dans ta propre maison, tu peux quitter la famille. Au moment où tu prends la décision de quitter ta famille pour vivre toi seul, c'est que tu es responsable. Tu sais que quand tu te maries, tu vas prendre soin de tes enfants. Et même il y a des jeunes qui n'ont même pas encore 18 ans qui font des enfants, mais qui savent s'occuper de leurs enfants. Alors, l'État gérer un pays, c'est comme si tu t'occupais de ta famille. Mais tu dois te mettre en tête maintenant, dès lors que tu as plusieurs familles, tu as beaucoup d'enfants, et tes enfants sont le peuple. Donc, tes enfants sont le peuple. Vous comprenez? Et donc, ces enfants-là, tu dois te mettre en tête que non, peut-être qu'ils sont 25 millions, 30 millions, que tu dois gérer. Mais en même temps que tu dois les gérer, on te donne la clé de l'économie de ces enfants-là. Donc, on te dit, il faut tout faire pour gérer ces enfants-là. Qu'est-ce que tu dois faire avec tes idées brillantes? On vous dit, c'est la nouvelle génération, la jeunesse. C'est vous qui connaissez le problème que vous vivez à longueur de journée. Qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce qui vous manque? Utiliser la sagesse et non la barbarie. Mener des vraies politiques pour essayer d'apaiser tout, essayer de créer des emplois parce que les jeunes, ils sont compétents. Maintenant, les vieux, ils accumulent toujours les postes. Ils sont les milliardaires. L'argent rentre dans leur compte, l'argent rentre dans leur compte. Toujours, chaque mois, c'est eux qui sont payés. Toujours les mêmes têtes, les mêmes têtes. Et on pense que sans eux, on n'est rien. Mais frère, comment est-ce que la pauvreté peut finir en Afrique? Ceux qui ont mangé toujours, c'est eux qui mangent toujours. Comment la pauvreté peut finir en Afrique? Amadou Bokribali, il a mangé il y a longtemps. Bédier, il a mangé il y a longtemps. Alassane, il a mangé il y a longtemps. Bago a mangé il y a longtemps. Il mange toujours. Il mange toujours. Quand tu rentres dans leur compte, on ne peut plus parler. Tu ouvres tes yeux, tu rentres, mais leur argent même, on peut mettre ça dans une chambre, ça peut remplir toute la chambre parce que ce sont des milliards. Et c'est toujours eux. Ils ont 2 postes, 4 postes. Et leur salaire d'avant, leur poste qu'ils avaient occupé auparavant, on leur paye ça. On leur paye. Même s'ils vont à la retraite, ils vont les payer. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent avoir plusieurs postes et plusieurs domaines. Comme ça, s'ils vont à la retraite un jour, ils vont recevoir plusieurs agents. Or, l'argent qu'on leur donne, ça pouvait aider encore d'autres peuples ivoiriens, c'est-à-dire d'autres citoyens ivoiriens, à les aider dans leur pauvreté. Maintenant, on préfère ramasser. Imaginons Bédier, il reçoit son salaire de député. En tant que président de l'Assemblée nationale, il reçoit ce salaire.
il reçoit le salaire de son ancien président, c'est-à-dire il a été président de la République, il reçoit ces deux salaires-là. Et maintenant, il reçoit le salaire en tant que conseiller auprès de Ouattara, parce qu'il donne des conseils à Ouattara. Donc, il a 3 salaires lui-même, lui, Bédié, il a 3 salaires. Vous trouvez ça normal? Soro Diop, il reçoit le salaire de Premier ministre, parce que sous Gbagbo, il a été Premier ministre. Après, il a été ministre de quoi là? Et maintenant, président de l'Assemblée nationale. Il reçoit encore 3 salaires. Vous trouvez cela normal? Il y a plusieurs. Même ce monsieur, comment il s'appelle? Aboudraman Sangaré. Il reçoit le salaire d'ancien professeur. Il reçoit son salaire. Oui, parce qu'il est à la retraite là. Il reçoit son salaire. Ou bien il a pris lui-même sa retraite. Il reçoit le salaire de truc en tant qu'ancien professeur. Il reçoit le salaire de truc en tant qu'ancien ministre. Et il reçoit son salaire en tant que... je ne sais pas s'il a été un député à l'Assemblée nationale, mais s'il a été député, il reçoit encore un salaire de là-bas. Maintenant, il reçoit un salaire en tant que leader des frondeurs. Donc, imaginez dans quoi ils sont. Ils prennent tout l'argent du pays. C'est-à-dire, d'ici, ils vont payer tous les politiciens d'ivoiriens. Il n'y a plus l'argent pour aider les pauvres. Et nous, les jeunes d'aujourd'hui, on cautionne cela. On pense que c'est normal. Sans ces vieux, nous ne sommes rien. À un moment donné, réveillons-nous. On doit se réveiller pour dire c'est inadmissible de confier notre avenir à ces vieillards. Oui, la politique aux cheveux blancs, moi je ne suis plus d'accord pour ça. Parce que je vois en Europe ici, ceux qui prennent le pouvoir ici, qui résistent, qui créent des emplois, ils sont des jeunes. Le premier ministre belge, c'est un jeune, il n'est pas âgé, il n'a même pas, monsieur Charles, il n'a même pas encore 50 ans, il n'a même pas encore 55 ans, il est dans les quarantaines. Monsieur Macron, il est dans les 40 ans. Voilà. 5 ans encore, il va avoir 45 ans. C'est un jeune de rien du tout. Vous comprenez? Même les Blés Boudés sont âgés que lui. Monsieur Emmanuel Macron. Les Blés Boudés, les Soro Diop, ils sont âgés que lui. Vous comprenez? Ils sont âgés que lui, mais peut-être il va devenir président de la République française. Un jeune. Obama, il était jeune quand il a pris la place en Amérique, un grand pays. Obama, il était jeune, mais ce n'est pas lui seul qui gère. Il y a des élites qui sont là. Pourquoi vous pensez, vous, Ivoiriens, que si un jeune il prend le pouvoir, c'est lui seul qui va gérer? Mais les vieux, ils doivent être les élites du pays. Mais les élites du pays, s'ils ne veulent pas aussi laisser les jeunes travailler, et que c'est eux qui veulent toujours confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous pensez que l'Afrique va évoluer? Et c'est ce qui empêche les Africains d'évoluer. On doit, à un moment donné, on doit comprendre que la jeunesse doit arracher le pouvoir aux vieux. On doit se débarrasser ces vieux-là et prendre le pouvoir. En 2020, moi, je voudrais que tous les jeunes, ils posent leur candidature, chassons ces vieux-là, chassons ces vieux. Parce que les vieux, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer pour leurs propres intérêts. Les vieux, ils n'ont pas peur. Ils sont prêts à tuer des enfants des autres pour leurs propres intérêts. Or, pourtant, ils protègent leurs enfants. Mais nous, la jeunesse, on a pris conscience. Et ils manipulent la jeunesse. Et c'est pour ça que je lance un appel à tous les cyberactivistes de faire très attention. Quand ils prônent des discours, essayez de prendre conscience. Vous pouvez mener la diplomatie. Si vous voulez la libération des prisonniers politiques, pourquoi ne pas faire une coalition, déléguer des gens? Déléguer des gens. C'est comme si quand tu veux être président, un candidat aux élections présidentielles, mais tu ne peux pas te lever toi seul pour aller. Il faut frapper à toutes les portes pour qu'on t'apporte des soutiens. C'est-à-dire, on peut te financer, des gens ils peuvent t'aider, être derrière toi pour te financer pour que les médias parlent de toi. Mais tu frappes aux différentes portes. De la manière, tu mets la diplomatie pour que tu puisses être candidat aux élections présidentielles. Quand tu veux aussi la libération de quelqu'un, tu n'as pas l'argent, mais tu peux frapper à toutes les portes. Tu peux tomber sur la bonne porte et l'autre il peut dire non, je vais vous aider. C'est-à-dire, je vais vous mettre en contact avec le président de la République, c'est mon ami, je peux vous aider à faire quelque chose. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Monsieur Bernard Henri Lévy, Monsieur Bernard Henri Lévy, c'est un juif, il est le grand élite de la France. C'est lui d'ailleurs qui dit si Mélenchon il gagne les élections, lui il quitte la France. C'est-à-dire, il a confiance en lui que non. Il se dit, Mélenchon ne peut pas gagner parce que c'est lui qui dirige tout en France. Mais vous le connaissez, il passe sur les médias. C'est lui qui a enlevé d'ailleurs, c'est lui qui était caché derrière Sarkozy. Ma vidéo, ils ont supprimé ça sur YouTube. Parce que je l'ai dénoncé, ils m'ont interdit. Attends, je ne sais pas si le message est là.
Mais ils m'ont dit, si je fais, ils vont bloquer ma page YouTube parce que je l'ai dénoncé. Pour dire, c'est lui qui est à la base. C'est lui qui a envoyé Sarkozy. C'est lui qui a demandé aux Juifs d'Amérique de tuer Kadhafi. C'est lui qui a demandé encore à Sarkozy d'enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Et il a confirmé ce monsieur. Mais il est en France. Mais vous faites comme si vous ne le voyez pas. Ce sont ces genres de personnes que vous pouvez rencontrer. Pour leur demander, pour dire ils n'ont qu'à pardonner, ils n'ont qu'à faire. Ils ont une influence sur le gouvernement français. Vous voyez Emmanuel Macron qui parle là, ce n'est pas lui qui se finance lui-même. Ce sont ces gens-là qui le financent. Ce monsieur Lévy Bernard, il est derrière Emmanuel Macron. Et il y a plusieurs candidats comme ça. On les finance, c'est eux qui les dirigent. Pourquoi, si vous voulez la libération de quelqu'un, allez-y négocier, c'est eux qui l'ont levé, c'est eux qui peuvent le ramener. C'est eux qui ont une influence. C'est lui, il représente le Soros de France. C'est-à-dire, il y a un Soros en Amérique, lui là, il est le Soros de la France. Vous pouvez croiser ces gens. Il s'appelle Bernard-Henri Lévy. Vous tapez, vous allez le voir. C'est un écrivain tantôt. Il est à l'Élysée là-bas. Et il est le conseiller de tous les policiers de la France. C'est lui qui donne les ordres aux policiers. Mais quand vous le voyez comme ça, il ne s'habille pas un truc très bien, mais vous allez dire, oh, il n'est rien. C'est un oligarque, c'est un élite juif français. Vous comprenez? C'est un élite juif français qui contrôle tout ça. Et c'est eux qui décident qui doit être président aux élections, qui doit être président en France. Ce sont eux-là. C'est ceux-là. C'est eux qui font les guerres. Il a dit ils vont tout faire pour faire tomber Bachar al-Assad. Et c'est ça seulement qui l'empêche de dormir. Parce qu'il est déterminé à tout faire pour le faire tomber. Voilà des gens. Donc ils ont des vrais pouvoirs. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous pensez que ceux-là, quand vous faites les marches là, ils vous calculent. Il faut aller vers eux pour causer avec eux. Si vous réellement vous voulez la libération des Gbagbo et Blé Goudé, mais vous pouvez le faire. Vous pensez que c'est pas qui il est prêt pour libérer Blé Goudé? Dormez, rêvez. Hein. Et ceux qui font les vidéos, ils soutiennent Stéphane Kipré à Aboudraman Sangaré. J'ai vraiment honte à votre place. Vous pensez que vous, les problèmes là, vous qui montez dans le cas de Stéphane Kipré, il est là pour libérer Stéphane Kipré. Rêvez. Stéphane Kipré, son ennemi numéro 1, c'est Blé Goudé. Parce qu'il sait que si jamais il est libéré, Blé Goudé va recruter tous les membres du COGEP qui sont autour de Stéphane Kipré là. Les Stébéco, ils vont fuir. Ils vont rejoindre Blé Goudé. À Saint-Tour là, je le connais bien. Voilà. Je le connais très bien et tout ça. Ils vont fuir. Et tous, ils vont aller derrière Blé Goudé. Parce que c'est l'heure de l'heure. Ils savent. Eux tous, ils sont conscients. Stéphane Kipré, il fait d'une manière pour prendre la conscience des Ivoiriens pour dire j'ai été au devant du combat de Laurent Gbagbo et donc votez-moi parce que c'est seul moi qui peux libérer Laurent Gbagbo. Si je deviens président, je vais lancer une offensive. Et vous allez voir, si vous ne faites pas attention, en 2020, Aboudraman Sangaré, il va dire soutenez Stéphane Kipré, que lui ne veut pas être candidat. Mais soutenez Stéphane Kipré. Je vous le dis ça aujourd'hui, en 2020, soyez prêts. En Sangaré, il va dire soutenez Stéphane Kipré, parce que lui, Sangaré, il ne veut pas être candidat. Mais il soutient Stéphane Kipré et il demande au Pro-Gbagbo de soutenir Stéphane Kipré. Et vous allez le voter. Vous allez le voter. Si vous ne faites pas attention, il va devenir président. Mais c'est quand il va devenir président, vous allez voir son vrai visage. Vous allez crier, il va mettre un système en place pour verrouiller tout. Et en 2025, il va encore être réélu. Vous savez, c'est un mafieux. Il est très dangereux. Et donc, si lui, là, vous lui donnez la place de la présidence en Côte d'Ivoire, il ne va même pas quitter au pouvoir. Voilà, parce que c'est sa spécialité. Tricherie, là, il a fini avec ça. Falsifier les signes, il a fini avec. Donc, si ses fesses touchent le fauteuil présidentiel ivoirien, non, c'est fini. Il ne quitte plus là. Il ne quitte plus là. Sachez-le. Alors, libérer Blé Goudé, c'est de le nuire sa politique. Alors, lui, il préfère que Blé Goudé soit maintenu là-dedans. Pour que lui, Stéphane Kipré, sa politique avance. Nanti Baba, tout ça, ils sont en contact. Aboudraman Sangaré, Stéphane Kipré, ils sont en contact. Moi, je ne dis pas que non, je le hais, tout ça là. Non, je n'ai pas la haine contre lui. Mais je déteste une chose. Ils font de l'hypocrisie. Ils sont tellement hypocrites. Ils sont hypocrites. Pendant qu'ils blaguent les Ivoiriens, ils font comme si ils aiment le peuple ivoirien. Ils font comme si ils aiment ceux qui sont en prison. Or, en réalité, leur combat, ce n'est pas pour les libérer. Leur combat, c'est de prendre la confiance des Ivoiriens en prenant le nom de Laurent Gbagbo. En prenant le nom de Laurent Gbagbo pour dire c'est lui qui mène le combat. Et tous les partisans de Laurent Gbagbo vont lui faire confiance. Une fois la confiance est là, ils savent que le procès finit en 2020. Mais ça finit à quel moment? Est-ce que c'est fin 2020? Est-ce que c'est début 2020?
est-ce que c'est au moment où ils vont faire les élections présidentielles de Côte d'Ivoire en 2020 que le procès va prendre fin ici? Ou bien ils vont clôturer le procès avant 2020? Ou bien ils vont dire qu'ils condamnent Laurent Gbagbo avant 2020? Ou bien tout en 2020? Ou bien ils le libèrent en 2020? Si jamais ils font cette bêtise et qu'ils le condamnent, il va dire bon, comme ils l'ont condamné, je suis le seul capable de le libérer si je suis élu. C'est pas qu'il connaît les lignes, il sait ce qui se passe devant sa tête. Ils savent tous, ils savent ce qui se passe. Ils savent que leur truc là, ça ne peut pas libérer Laurent Gbagbo. Et s'ils restent dans ça jusqu'en 2020, quand ils vont le condamner, maintenant eux, ils vont se baser sur ça pour dire votez-nous. Il va dire quoi? Tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo, qui veulent que Laurent Gbagbo soit libéré, votez Stéphane Kipré, parce que s'il devient président, ils vont renégocier la CPI pour le libérer. Ils vont vous donner cet espoir et vous allez voter Stéphane Kipré. 5 ans vont passer, les 5 ans vont passer, ils ne vont pas le libérer. Ils vont dire non, donnez-nous un autre mandat parce que c'est très dur. On a déjà avancé dans les négociations, il reste un peu. Dans peu de temps, ils vont les libérer. Ils vont faire deuxième mandat. Voilà dans la logique dans laquelle ils sont. Et ils savent très bien. C'est pourquoi dans cette vidéo, je ne suis pas là pour dire, mais je vous préviens, pour ne pas que demain vous soyez surpris. D'autres me diront, il connaît quoi, c'est un psychopathe, c'est un fou et tout. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité parce qu'il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire qui ne savent pas réellement ce qui se passe sur le terrain. On les ment sur le terrain là-bas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des représentants, les alliés de Stéphane Kipré, qui leur blaguent à longueur de journée que Gbagbo a dit ça, Gbagbo a dit ça, Gbagbo a dit ça. Maintenant, eux, à leur tour, ils s'en vont raconter des bêtises à Laurent Gbagbo. Vous devez savoir que vous êtes un être humain. Moi, je suis un être humain. Si je suis en prison, et que tu viens me voir, c'est que tu vas me dire, tes blabla, si tu as trop menti, mais je vais considérer ça, je vais dire en bon don, c'est ce qu'il fait. Non. Lui et moi, on va plus attendre. Oui, parce que tu étais mon ami. L'autre aussi était mon ami. Si toi, tu viens le premier pour me mentir, pour dire l'autre, il a fait comme ça, ce que moi, je vais dire, l'autre, je ne veux même plus attendre parler de lui. Son appel, je ne veux même pas. Voilà. Et puis, tu es dans ta logique. Mais moi, je sais ce que je fais. Je te manipule. Je te manipule. Et si ma copine vient encore me confirmer les mêmes faits, 2 personnes viennent me confirmer, 3 personnes, je vais dire, mais vraiment, eux tous, ils ne vont pas mentir. Or, c'est une démarche bien étudiée pour essayer de mettre des choses dans ta tête et toi, tu prends ça en même temps. Et c'est ce que je dis aux Ivoiriens de faire très attention. Quand ils disent, non, Laurent Gbagbo, il est là-bas, pourquoi? Faire très attention. Parce qu'ils sont dans une logique de le blaguer pour que Laurent Gbagbo puisse leur faire confiance. Mais pour connaître la vérité, lutter d'abord, mener l'offensive pour le libérer. Vous allez voir. C'est lui-même qui va découvrir la vérité. Il saura qu'il était là-bas, on l'a menti tellement que là, il va découvrir lui-même la vérité. Il va dire, ah, donc c'est comme ça. Et c'est là où il va vous montrer ses propres adversaires qui étaient contre lui, qui ne l'étaient pas. Mais s'il est là-bas, ils vont le mentir matin, midi, soir. Il va prendre une position que lui-même, il ne s'en rend pas compte. Il ne sait même pas que c'est un mensonge. Oui, il ne sait même pas que c'est du mensonge. Et il va rester dans une logique, il va prendre une position parce qu'il va se dire c'était ses amis d'hier. Et donc ses amis ne peuvent pas le mentir. Donc du coup il va dire oh, d'autres de mes amis m'ont trompé, je ne vais plus les recevoir. Je m'en fous, je ne veux pas recevoir leurs appels. Même il ne faut pas, ils vont mettre pied ici parce que d'autres sont passés auparavant pour les mentir. Pour lui mentir. Vous comprenez? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Faites très attention. Je vais voir les différentes trucs, questions. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui... J'aime beaucoup apprécier ta vidéo sur l'histoire du monde. Kwame Franco Ludner. Oh, merci mon frère. Ça, c'était l'histoire de la religion. Il a peur de rendre des comptes. Voilà, Stéphane a peur de rendre des comptes. Oui, on est ensemble. Blé et Laurent Gbagbo, leur nom est devenu business. Voilà, donc ce que tu dis, c'est vrai. Stéphane Kipré, beaucoup ils pensent que Stéphane Kipré est devenu un dieu. On dit le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. N'oubliez pas, Stéphane Kipré, là, il ne peut pas laisser sa manière de faire. Lui, là, vous devez comprendre que là, il fait partie des grands mafieux africains. Et ce qu'il est là fait, il vous blague à longueur de journée. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui veulent être quelque chose,
enlever l'histoire des vieillards dans vos têtes. Les vieillards, eux, ils mangent la chair, ils vous jettent les os. Ils nous jettent, nous les vieux, qui sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire, ils nous jettent les os, et c'est eux qui sont là. Ils nous utilisent pour parvenir à leurs objectifs. On doit mettre fin à ça. Et les Européens, ils comprennent. Ils ne disent pas pro, je suis pro Sarkozy, je suis pro. Non, ils ne sont pas dans l'histoire de pro. Pour être élu aux élections présidentielles françaises, élu aux élections présidentielles de la Belgique, que ce soit là ou là, dans tous les pays européens, ce sont tes idées, ils regardent. Ils regardent aussi ton passé. Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Est-ce que ton passé a nui beaucoup de personnes? Oui, si cela a nui beaucoup de personnes, ils vont mettre la vidéo, tes discours, et ce que tu as fait, l'emploi, ou bien si tu as créé beaucoup de chômage, ils vont dire voici telle année il a créé ça, ça a donné tel nombre de chômage. C'est pas aujourd'hui il va venir pour nous promettre des choses. On ne peut pas. On ne peut pas. Et vous allez voir, ils vont, les Français, ou bien le pays dont il est le candidat, les citoyens de son pays, de ce pays, vont le haïr. Ils ne vont pas le voter. Et c'est comme ça. Mais en Côte d'Ivoire, je suis pro, je suis pro. Arrêtons ça. Tu n'es pas un esclave. Toi-même, tu luttes pour te débarrasser de l'esclavage et en même temps, tu t'enfonces dans un autre truc, esclavage. Arrête ça. Tu luttes donc pour avoir l'indépendance. Tu luttes pour avoir ta dignité. Tu luttes pour avoir ta souveraineté. Tu luttes pour être autonome, n'est-ce pas? Tu luttes pour te suffire, s'auto-suffire toi-même. C'est pas ça, vous luttez contre les Blancs. Vous dites les Blancs n'ont pas vous laisser, vous voulez l'indépendance. Mais pendant ce temps que tu luttes envers les Blancs, toi-même, tu attires l'esclavage moral envers toi. Et l'esclavage comportemental. Vos comportements, c'est de l'esclavage. Votre vision, c'est de l'esclavage. Vous devez sortir là-dedans. Et c'est ce que je vous demande. Pourquoi vous pensez que sans 3 individus dans un pays-là, vous n'êtes rien? Mais toi, tu es un brave. Quand tu nais, tu es un garçon. On dit que tu es un Woody. Woody, tu es Woody. Pourquoi tu penses que sans l'autre, toi, tu n'es pas un homme? Est-ce que tu ne bonnes pas? Tu ne bonnes pas. Mais il faudrait que je vous dise ces genres de choses-là pour que vous preniez conscience. Tu ne bonnes pas. Ta femme, là, c'est un autre garçon qui vient faire l'amour à ta femme. Ou bien, tu te dis, quand tu es dans ta maison, là, si ton ami n'a pas fait l'amour avec ta femme ne va pas tomber enceinte. Toi-même, tu ne peux pas lui faire l'amour. Pourquoi tu penses que ta vie sans un petit individu, ou bien sans 3 individus, le pays ne peut pas être géré, le pays ne peut pas être gouverné? Mais toi, tu fais quoi? Quelle est ta responsabilité en tant qu'un citoyen? Mais tu es né pour servir ton pays, tu es né pour aider ton pays. Pourquoi tu penses que sans l'autre, toi, tu n'es rien? Mais tu peux, mon frère, tu peux. Tu n'as jamais été leader dans ta vie. Tu t'es jamais défendu. Quand Panat t'arrive dans la rue, tu te défends. Est-ce que tu ne te défends pas? Quand tu pars à l'école, on te donne un devoir de traiter ça, tu ne te défends pas, tu ne raisonnes pas. Tu ne raisonnes pas. Tu vas dire, tant que le professeur il ne traite pas, moi je ne vais pas traiter. Mais le professeur il t'enseigne en retour, toi il faut trouver. En retour, trouve. Il ne t'enseigne pas pour que tu sois toujours un esclave. Non, il t'enseigne pour que tu évolues. Maintenant, il t'a enseigné là que tu évolues. Qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Tu as choisi la politique. Tu as choisi la politique. Tu apportes quoi à ton peuple? Quelles sont tes idées lumineuses que tu proposes à ton peuple? Mais il faut proposer. Mais non, tu penses que l'autre sans lui, tu n'es rien. Mais ton maître peut t'enseigner. Et toi, tu peux raisonner mieux que ton maître. Vous n'avez jamais vu ça? Un élève karatéka, que son maître enseigne, ben après il tabasse son maître. Parce que lui-même, il va faire un effort pour apprendre d'autres techniques qu'il va ajouter sur la technique que son maître lui a montré. Et il va devenir plus fort que le maître. Maintenant, vous pensez que le maître, il est très puissant, sans lui, vous n'êtes rien. Mais alors, tu apprends la politique, pourquoi? Tu veux être politicien, pourquoi? Tu veux être toujours un lèche-cuit? Tu veux être toujours un apprenti politique? Non, tu es fait pour être un leader. Et donc, la jeunesse ivoirienne peut décider pour dire, nous, peuple ivoirien, on a trop suivi les jeunes. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. On veut l'émergence. On a tenté avec les vieux. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis 1960, même avant 1960, ce sont les vieux qui nous ont dirigés. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en 2020. La nouvelle génération, 2020.
Les gens, ils évoluent. Les pays émergent. Nous, on fait quoi? On recule. On suit les vieux. Non, on veut changer de stratégie. Parce qu'on est resté dans la ligne A. On veut maintenant passer à la ligne B. Parce que la ligne A ne marche pas. Quelle est la ligne B? La ligne B, c'est la nouvelle génération, c'est-à-dire les jeunes. Quand vous dites la nouvelle génération, mais on parle des jeunes. La nouvelle génération ne peut pas être encore des vieillards de 60 à 75 ans. Non, ils sont déjà vieux. Ils n'ont qu'à s'asseoir. On veut un jeune de 40, 45, 50 qui peut conduire toute la jeunesse. Et chaque jeune, il peut apporter sa vision. Et on doit mettre des lois pour empêcher chacun d'accumuler les postes. Tu prends un poste, ça te suffit. Parce qu'on veut donner de l'emploi aux gens. Toi, tu ne peux pas prendre 2 postes pendant ce temps, d'autres ils souffrent. Ils veulent aussi truc au travail. Donc, toi, tu ne peux pas accumuler les postes. Or, pendant ce temps, la politique de la vieillesse que nous faisons, dans laquelle nous sommes, mais ça, c'est ce qu'on voit. Ils prennent 3 postes, 2 postes, et ça ne leur suffit pas. Ils volent encore l'argent dans les caisses. Et on pense qu'avec une telle politique, on va évoluer. À un moment donné, on doit prendre conscience. Je ne dis pas aux uns et aux autres de suivre Ouattara, de suivre Gbagbo ou Bédié. Je vous le demande tout simplement. Nous, la jeunesse ivoirienne, on doit faire une coalition pour balayer ces vieux et de se placer nous-mêmes. On doit situer, on doit choisir des leaders jeunes pour que ces leaders nous accompagnent. Mais surtout, avant qu'ils nous accompagnent, on doit regarder leur vision. Quel plan ils ont pour nous? Parce qu'on ne veut plus suivre les anciens politiciens qui n'avaient aucun plan pour la jeunesse, ou bien qui ont parlé, qui ont menti au peuple ivoirien, qui n'ont même pas étalé leur propre plan de ce qu'ils avaient comme feuille de route avant d'obtenir le pouvoir. Ceux qui n'ont rien fait, on ne veut pas cela. On veut des gens capables de faire avancer notre pays. Et c'est ce que je demande. L'unité apporte la force de frappe. Quand vous êtes unis, vous avez une force de frappe impossible, vraiment incroyable. Et c'est ce que je veux de la part de la jeunesse ivoirienne. On veut la jeunesse ivoirienne au pouvoir. Thomas Sankara, son nom est resté dans l'histoire parce qu'il était jeune. Ce n'était pas un vieux aux cheveux blancs. Ce que vous suivez les Ivoiriens. Il est devenu une référence parce qu'il était jeune. Thomas Sankara n'était pas un vieux. Vous devez comprendre cela. Il n'était pas un vieillard, il n'avait pas les cheveux blancs. Son nom est resté dans l'histoire parce qu'il était jeune. Kadhafi, son nom est resté dans l'histoire parce qu'il était jeune. Quand il a pris le pouvoir, il avait 25 ans. Quand il prenait le pouvoir en Libye, il a redressé la Libye parce qu'il était jeune. Il n'était pas un vieux. Tous ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire, ils étaient des jeunes. C'est eux qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Ils ont commencé le combat jeune. Étant jeunes, ils étaient des vrais leaders. Ils ne se sont pas confiés, ils n'ont pas confié leur vie à des vieux. Nelson Mandela, que vous prenez comme référence, il était jeune. Il a commencé son combat très très jeune. Vous comprenez? Il a commencé son combat très jeune avec sa femme. C'est en prison, il est devenu vieux. 25 ans ou bien 27 ans en prison. C'est là-bas il est devenu vieux. Donc vous devez comprendre, tous ceux qui ont laissé des vrais noms sur cette terre, ils ont été des vrais jeunes. Ce n'étaient pas des vieillards. Parce que les vieux, ils n'ont jamais apporté quelque chose de bien que les guerres. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Maintenant, ils sont vieux là. Laissons-les. Prenons des jeunes qui peuvent encore réalimenter l'énergie, nous encourager à avoir des bonnes visions. Tous ceux qui ont milité, quand ils étaient des jeunes, ils avaient une très bonne vision. Mais une fois ils sont devenus vieux, ils n'ont plus de bonne vision. Ils luttent pour leurs propres intérêts. Donc, en Côte d'Ivoire, on doit mettre un système en place. C'est-à-dire, quand tu es jeune, tu peux progresser. Mais une fois qu'on voit que tu es vieux, non, on te dégage. On te dégage, c'est tout. Voilà. François Hollande, il voit qu'il est vieux, non, il pouvait se représenter, mais il dit non. Il veut pas. Poutine, il est l'homme fort aujourd'hui de la Russie. Mais il a pris le pouvoir quand il était très jeune. Il était très jeune. C'est ça. Vous voyez, Donald Trump, il est vieux, il a pris le pouvoir. Vous voyez, c'est délit. C'est comme ça les vieux, ils fonctionnent. C'est-à-dire, eux, ils s'en foutent du peuple. Ils sont prêts à tuer, à faire n'importe quoi. Ils foutent le bordel parce qu'ils regardent leurs propres intérêts. C'est ça, quand un vieux, il prend le pouvoir, c'est comme ça. C'est le délit. Vous comprenez? Parce qu'il est vieux, il ne connaît rien. Et quand un jeune, il prend le pouvoir, il sait ce qu'il fait. Rollins, au Ghana, il avait pris le pouvoir quand il était jeune. Il a rétabli la démocratie, il a laissé le pouvoir. Maintenant, tous ceux qui viennent, il est maintenant vieux, il est là. Mais il pouvait encore prendre le pouvoir. Mais pourquoi il ne prend pas le pouvoir? Parce que ça ne lui intéresse pas. Il sait ce qu'il voulait. Mais en Côte d'Ivoire, les vieux, ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes. On doit lutter pour ce système.
C'est ce que nous devons chasser. Si on chasse ça, je vous le garantis, la Côte d'Ivoire va voir la lumière. C'est ça ma promesse. Donc, je vous salue tous. Je vais voir bien. Merci mon frère. Ayoka, oh, n'y est pas. Bon, ciao, ciao, je vous aime tous en ensemble.